Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir invités sur une question importante qui est en cours de concertation. Ce que déplore... Pardon, je ne vous ai pas présenté. Vous êtes M. Zetoun, vice-président de l'APF. Vice-président d'APF France Handicap. Donc, je vous prie d'excuser le président qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Donc, je le supplée. Et je voudrais déjà dire que le processus de concertation en cours n'a pas associé la société, les acteurs de la société civile, et donc APF France Handicap n'est pas directement partie prenante des réflexions en cours. Alors, je vais exposer en deux temps mon propos. Dans un premier temps, je vais retenir les premiers éléments de la réforme à venir en m'appuyant sur le rapport de Jean-Paul Delevoye. Et dans un deuxième temps, je vous exposerai nos points de vigilance à ce stade de la réforme. Alors, en ce qui concerne ce que nous retenons donc des premiers éléments de la réforme à venir, les assurés qui n'ont pas été en capacité de faire une carrière complète ne seront pas pénalisés, ce qui est une bonne chose. Les périodes de chômage indemnisées, de congé maternité, de congé de maladie et d'invalidité donneront lieu à des droits, des points de solidarité. Vous savez que la réforme, c'est une réforme universelle par points. Donc des points de solidarité qui auront la même valeur que les points attribués en cas au titre de l'activité. Les périodes de perception de pension d'invalidité en particulier permettront d'acquérir des points sur la base du revenu correspondant aux 10 meilleures annuités d'activité, ce qui serait plus avantageux que le décompte de trimestre pour la prise en compte donc, des périodes à l'attribution de points. Le projet de réforme de retraite pourrait également assouplir les conditions ouvrant droit à la retraite anticipée pour handicap. Que dit le rapport? Alors, le rapport Delevoye dit que le dispositif de carrière longue spécifiquement applicable aux personnes en situation de handicap serait amélioré. L'âge de départ à la retraite anticipée sera fixé entre 55 et 59 ans en fonction de la durée d'activité accomplie en situation de handicap, sur la base d'un taux d'incapacité de 50%. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Les conditions d'accès au dispositif seront simplifiées, à savoir que la durée donc cotisée serait la durée qui était retenue avant, c'était une durée cotisée validée, elle serait donc limitée à la durée cotisée, en situation de handicap, bien sûr. Les conditions d'accès au dispositif seraient simplifiées. De ce fait-là, enfin, afin de compenser les incidences du handicap sur l'activité des assurés concernés, des points supplémentaires seraient attribués lors du départ en retraite, sous la forme d'une majoration de retraite calculée sur la durée de travail en situation de handicap. Enfin, des points de solidarité seront également attribués aux proches aidants. Tout à l'heure, Anne a évoqué l'importance de reconnaissance des aidants familiaux qui représentent une partie importante des aidants, enfin d'accompagnement, en tout cas, et de prise en compte des personnes qu'elles accompagnent, à savoir donc les enfants, un adulte handicapé, une personne âgée en situation de handicap ou en situation de perte d'autonomie ou une personne malade.
Alors maintenant, je vais vous exposer les points de vigilance d'APF France Handicap. Le rapport propose une perspective d'amélioration des droits à la retraite des travailleurs en situation de handicap pour l'accès à la retraite anticipée, l'accès à la retraite des pensionnés d'invalidité en particulier et des aidants. Cette perspective va dans le bon sens. Nous reconnaissons effectivement qu'il y a une avancée, mais elle doit être précisée. Et tout comme la mise en place, d'ailleurs, du système universel à points, qui n'est pas encore abouti. En ce qui concerne les conditions d'accès à la retraite anticipée, la réforme, donc, comme je vous disais, propose de maintenir 2 conditions d'accès, à savoir la durée cotisée et un taux d'incapacité de 50%. Il est donc proposé de supprimer la condition de période validée. Et ipso facto, donc, il est donc davantage de personnes devraient, de ce fait, pouvoir faire valoir le droit à la retraite anticipée. Mais le maintien de la durée de cotisation pour les travailleurs en situation de handicap pose problème, car cette période est trop longue. Pour pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée, à 55 ans, il faut avoir travaillé 27 ou 28 ans, et à 59 ans, il faut avoir travaillé en situation de handicap 17 à 18 ans. C'est trop long. Il faudrait diminuer la durée d'activité exigée de cotisation, la durée exigée donc de cotisation, puisqu'on a constaté que le nombre de départs à la retraite anticipée pour cause de handicap stagne depuis 2015 à moins de 3 000 personnes par an. C'est une constatation qui a été faite par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc il faudrait revoir la durée exigée en tant que travailleurs en situation de handicap pour permettre le départ en retraite anticipée d'un plus grand nombre de travailleurs. Enfin, en ce qui concerne le critère de RQTH, c'est, je crois, une des revendications aussi de Force ouvrière. Lorsque, à la réforme de 2014, le taux d'incapacité minimale s'est levé à 80%. Mais il était possible de prétendre à une retraite anticipée si l'on pouvait justifier de RQTH tout au long de la durée d'assurance cotisée et validée. Ce critère a été remplacé par celui d'un taux d'incapacité permanente de 50% ou plus. Donc, ce que nous demandons, c'est de réintroduire le critère de RQTH, puisque les personnes n'ont pas toujours la possibilité de connaître le nombre de trimestres cotisés. En ce qui concerne les aidants familiaux, les aidants constituent effectivement un véritable enjeu dans un contexte de restriction de ressources, de désinstitutionnalisation, ce que nous appelons, nous, la transition inclusive, et de vieillissement. La question de leur retraite est primordiale, donc, de ce fait, quand on sait l'impact que l'aide apportée peut avoir sur leur carrière professionnelle. Nombre d'aidants familiaux ont dû renoncer à leur activité professionnelle ou en réduire le rythme pour accompagner la vie de leur enfant, conjoint, parent, collatéral. L'ensemble de ces décisions donc impactent leur retraite le moment venu. Pour le moment, le projet de réforme n'a esquissé que les grandes lignes. Sur la retraite des aidants, il y a 2 principes de reconnaissance toutefois qui sont cumulatifs. Le premier principe, c'est la valorisation du fait d'avoir été aidant familial durant sa vie. Et la deuxième, c'est de gommer l'impact sur la retraite des effets de l'aide apportée sur la vie professionnelle. En ce qui concerne
plus particulièrement la valorisation du fait d'avoir été aidant familial durant sa vie. Ce fait-là, d'être aidant familial, a toujours un impact sur la vie professionnelle, la vie sociale, la santé, les évolutions de carrière qu'on a dû refuser. On sait que les aidants familiaux, ont du mal parfois à se prendre en charge et à s'occuper de leur santé par manque de temps, par manque de possibilité de déléguer cette tâche à d'autres personnes. Il faut donc pouvoir compenser ce préjudice. Et à l'heure actuelle, la réflexion n'est pas aboutie et ne se décline pas en propositions concrètes, argumentées. Toutefois, on pense que l'idée serait d'attribuer un nombre de points par durée de 12 mois, et ceci pour chaque personne aidée. S'il y a plusieurs personnes aidées, évidemment, le montant serait majoré. Est-ce qu'on peut arriver à votre conclusion, M. Zetoun, sans vous briser votre élan? Est-ce qu'on peut arriver à votre conclusion, s'il vous plaît? J'y arrive. Donc voilà, serait le montant qui serait alors majoré si la personne était aidante de 2 personnes simultanément, etc. Voilà. Et le deuxième principe serait de gommer donc l'impact sur la retraite des effets de la vie professionnelle. Donc, comme vous l'avez compris, la réflexion n'est pas encore aboutie et nous espérons être associés à la concertation pour les propositions de loi qui viendront donc illustrer, qui viendront mettre en place donc les propositions qui ont été faites par le rapport Jean-Paul Delvoye. Merci, M. Zetoun. Évidemment, on reparlera de tout ça après le 5 décembre. C'est que c'est une journée importante pour nous. Donc, les projets, c'est une chose. Le 5 décembre, c'est un autre événement. N'oubliez pas, chers camarades, que vous pouvez poser des questions, des interventions ou autres. Vous levez vos petits papiers et puis Mélanie et Brussia sont à votre disposition pour venir les rechercher, les centraliser et donc vous aurez donc de cette façon-là la parole. J'ai oublié de dire, je vais me faire tirer les oreilles par Fatima, n'oubliez pas de couper vos sonneries de téléphone. D'abord, ça dérange tout le monde et aussi on a des camarades malentendants que ça perturbe vraiment. Donc n'oubliez pas de couper les sonneries de vos téléphones. Gérard, tu es un camarade Force ouvrière, tu es président de la CNAV, donc tu as un point de vue privilégié. À toi la parole, je crois que tu as un diaporama en même temps que ton propos. Bien, merci Christophe. 10 minutes, c'est ça? Oui. Bien, je vais essayer de pas me faire fouetter. Je vais resituer. Alors, je préviens tout de suite, je prends des précautions de langage. Ça ne veut pas dire que j'adhère à 100% de ce que je vais dire. Alors, je ne suis pas non plus schizophrène, mais j'ai pour mission de vous présenter comment le système de retraite du régime général de la sécurité sociale prend en charge aujourd'hui les différentes atteintes physiques, notamment le handicap, dans la prise en compte pour la carrière, la validation de périodes et différents dispositifs de cessation d'activité à taux plein dès l'âge ou avant l'âge légal. Donc, juste pour resituer le décor. Et puis, j'ai l'avantage d'avoir mon ami Philippe à droite, qui, je ne sais pas s'il parlera beaucoup de l'Agirc Arrco, mais je crois qu'il parlera sans doute, en rebond au propos de M. Zetoun, la situation actuelle que je vous présente et la situation future. La situation actuelle n'est pas idyllique, je vous le concède. Pour autant, je suis beaucoup plus inquiet pour la situation future que pour la situation actuelle. Mais bon, ce sera le propos de Philippe. Donc, la sécurité sociale, c'était la retraite de la sécurité sociale, c'est un système contributif avec des cotisations versées en proportionnalité du salaire relatif à l'activité professionnelle et avec des dispositifs de solidarité pour prendre en compte les différents aléas de carrière, les aléas de la vie et les charges de famille. Un système qui repose
non pas en points, mais en trimestre, pardon, un système de durée d'assurance en trimestre, les trimestres cotisés, donc avec les périodes d'activité professionnelle, et je le disais, les périodes assimilées, qui sont donc des périodes de maladie, de maternité, d'accident du travail, maladie professionnelle ou de chômage. Et puis aussi, dans certaines circonstances, des majorations de durée d'assurance. Un système repose sur une notion de taux de pension. Le taux plein, c'est maximum 50%. On dit toujours le taux plein et beaucoup de gens s'imaginent que le taux plein, c'est 100. Non, le taux plein, c'est 50%. Un âge de taux plein, si on ne dispose pas de la durée, 67 ans. Et puis, un âge relatif à la durée, c'est 62 ans. Et je rappelle que la durée d'assurance pour les assurés nés entre 58 et 60, c'est 167 trimestres, 168 pour ceux qui sont nés entre 61 et 63, etc., etc. Ce qui veut dire que nous sommes dans une réforme permanente, d'ores et déjà. Et puis, un certain nombre de dérogations. Les systèmes, donc, ils reposent sur un âge légal. Non, pas encore, mais juste après. Quelques éléments introductifs. L'atteinte à l'intégrité physique est prise en compte dans le système de sécurité sociale et de retraite, avec, je l'évoquais, des compensations d'aléas de carrière, des possibilités d'anticipation, des possibilités de taux plein avant 65 ans et, dans certaines circonstances, prise en compte d'accompagnement de proches aidants. Alors, voilà, on peut y aller. Voilà, quelques chiffres. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Monsieur Zetoun, ce sera le slide suivant. Le régime général, il est de plus en plus général, hein, il n'est pas universel encore, mais il est de plus en plus général. Il sera encore plus général le 1er janvier prochain, puisque les travailleurs indépendants seront intégrés au régime général, ce qui fait environ 2 millions de retraités supplémentaires. Aujourd'hui, c'est 14 350 000 retraités, dont 13 600 000 à peu près de droits directs, c'est-à-dire droits directs, c'est des pensions propres liées à une activité professionnelle, et le droit dérivé, c'est la pension de réversion. Et parmi ces 13 600 000 retraites de droit direct, c'est pas 14 352, pardon, excusez-moi, c'est pas 14 352 qu'il faut lire, mais 13 589 252. 776 000 ont été versés sont versés au titre de l'invalidité et 1 300 000 au titre de l'inaptitude, ce qui fait globalement plus de 15% des pensions qui sont versées au titre de l'invalidité ou de l'inaptitude. Là, je ne savais pas que c'était joli. Donc, autre chiffre, on parlait du nombre de retraités global. Ça, c'est le flux de nouveaux retraités 2018 sur les 666 000 retraites de droit direct qui ont été attribuées en 2018. 48 000 au titre de l'inaptitude, 56 000 au titre de l'invalidité, 4 000 au titre de la dispositif amiante, 3 000 et quelques de l'incapacité permanente, c'est le dispositif de la loi de 2010, la loi Sarkozy, et 2 800 au titre de la retraite anticipée pour les assurés handicapés, ce qui fait un total de 16%. On est toujours dans la même moyenne. J'ai fait une petite recherche. Le nombre de départs en retraite au titre de l'invalidité ou de l'inaptitude dans le temps. En 1980, nous avions 34%. Nous sommes à 16 aujourd'hui. Et vous n'ignorez pas qu'en 83, il y a eu la retraite à 60 ans, comme quoi il y a une relation directe entre l'âge de départ à la retraite et le taux d'inaptitude, parce que c'est l'incapacité pour les travailleurs, notamment exposés à la pénibilité, de poursuivre leur activité professionnelle jusqu'à l'âge légal. Donc avant 83, l'âge légal, je rappelle, c'était 65 ans. Et en 90, nous étions tombés à 19%. Et depuis année après année, le taux diminue à peu près de 1 point chaque année.
et pour être aujourd'hui à 15,7. Alors, plusieurs leviers d'action sont mis en œuvre. Le premier levier d'action qui permet de compléter la durée d'assurance de l'assuré en invalidité ou en situation de handicap, c'est la validation de périodes assimilées. Donc il y a des périodes qui sont liées à l'accident du travail ou la maladie professionnelle, c'est-à-dire on prend en compte la période de perception de la rente AT-MP supérieure au taux de 66, égal ou supérieur à 66%, et la période de perception des indemnités journalières. Donc on valide un trimestre, et lié à l'invalidité aussi, on valide un trimestre par 3 mois de perception des indemnités journalières. Et puis majoration de durée d'assurance dans le cadre du C2P, c'est le compte pénibilité qui a été créé par la loi de 2014, qui a été raboté en 2018 et qui attribue, lui, un certain nombre de points en fonction d'exposition de facteurs à la pénibilité, maximum de 10 points, de maximum de 100 points, pardon, avec une obligation d'utiliser 20% au titre de la formation, si bien que 80%, ça fait 8 trimestres maximum. On n'est qu'à 2 années de cessation d'activité possible. Le deuxième levier d'action, c'est les dispositifs qui permettent de partir en retraite avant l'âge légal. Donc pour les retraites anticipées pour les assurés handicapés, avec une retraite possible à 55 ans ou dès 55 ans. Mais vous l'évoquiez, Monsieur Zetoun, avec des conditions de trimestre cotisés ou validés tellement importants que pour les travailleurs en situation de handicap sévère, la possibilité de départ, et j'évoquerai tout à l'heure le montant des pensions servies aux travailleurs handicapés. Et là, on a quand même on retrouve de manière très, très brutale la réalité de la difficulté du parcours professionnel lorsque l'on calcule la retraite. Donc, je vois le temps passer, donc je ne vais pas m'étendre au-delà. La retraite pour incapacité permanente, c'est le dispositif pénibilité de Sarkozy. Là, c'est départ à 62. Et la retraite anticipée pour les travailleurs de l'amiante, je vais en dire 2 mots, et le C2P. Le dispositif amiante, c'est pas un véritable départ en retraite, puisque c'est pas une retraite, c'est pas une pension de retraite, c'est une allocation qui est servie aux travailleurs ayant été exposés à l'amiante, et il continue de bénéficier pendant cette durée de l'affiliation à ce que l'on appelle l'assurance volontaire vieillesse. Donc là, on est plutôt dans des dispenses d'activité que dans des dispositifs de retraite. Quelques chiffres donc, sur la retraite anticipée. 150 000 départs en 2018 et seulement, vous l'évoquiez, Monsieur Zetoun, seulement 2822 au titre des assurés handicapés. Ce qui est particulièrement modeste, ça représente moins de 2%. Et au 31 décembre 2018, 86 000 retraites sont versées à des assurés en situation de handicap. Je suis en alarme. Normalement, tu as fini ton propos. Oui, ben c'est pas grave, c'est pas grave. Personne ne me coupera la parole dans cette maison. La retraite anticipée, donc quelques chiffres. J'évoquais le niveau des pensions. On parle des retraites anticipées carrière longue, des retraites anticipées, notamment des carrières longues. Les salariés dans cette situation partent avec 146 trimestres au régime général. Alors, une durée globale de 160 et quelques trimestres, mais au régime général, la moyenne, c'est 146, avec une pension moyenne de base de 1 020 €, ce qui est parmi le maximum des pensions. Les travailleurs en situation de handicap
partent avec une retraite inférieure, un salaire moyen inférieur de 36% et une pension moyenne inférieure de 30%, puisque la pension moyenne est de 723 €. Voilà. Alors, s'il y a des prises en compte, le salaire moyen et la durée ont toujours un impact sévère sur le montant moyen de la pension. Un troisième levier d'action, très rapidement, des dispositifs qui garantissent le taux plein dès l'âge légal, c'est-à-dire le taux de 50%, avec attribution du minimum contributif si la pension calculée est inférieure, la possibilité de bénéficier du complément à travers l'allocation de solidarité aux personnes âgées dès les 62 ans et non pas les 65 ans. Et puis, quatrième et dernier levier d'action, la prise en compte de la situation du proche aidant, avec majoration de durée d'assurance pour l'aidant d'enfants handicapés ou d'adultes handicapés, l'allocation vieillesse des parents au foyer et le congé familial pour le proche aidant, l'assurance volontaire et le rachat de cotisations et le maintien du taux plein à 62 ans. Et je termine par une planche qui reflète la plus grande des inégalités. C'est la durée de service, c'est-à-dire la durée pendant laquelle un assuré perçoit sa pension. La durée de service pour les pensions dites normales, c'est 21 ans, 21,1 ans. Et pour les ex-invalides, c'est 18,3 ans. Et l'âge moyen au décès, c'est 83,6 ans pour un assuré dit normal. Et un ex-invalide, c'est 78,6 ans. Donc il y a une différence d'espérance de vie à la retraite inférieure de 5 ans. Donc voilà, une inégalité sévère, si je peux dire. Puis je vais terminer sur une note positive et optimiste. J'ai envoyé un message au DRH de la CNAV tout à l'heure qui vient de me répondre. Le taux d'emploi des travailleurs handicapés dans la branche vieillesse, c'est-à-dire la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les caisses d'assurance retraite de santé au travail et les CGSS en Outre-mer, c'est 12 000 et quelques salariés. Le taux d'emploi des travailleurs handicapés est de 8,82%. Voilà. Merci Gérard et merci pour cette info. N'oubliez pas de remplir le petit papillon bleu. Votre question, vous la rédigez, votre question, et elle sera posée par moi-même. Si vous avez un problème pour remplir le questionnaire, Mélanie et Brussia peuvent vous y aider, il n'y a pas de souci. Mais le système, c'est de poser une question par écrit. Parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé la parole oralement. On ne distribuera normalement pas de micro. Donc, c'est uniquement des questions par écrit. Cher Philippe, pour l'Agirc Arrco, à toi la parole pour 10 minutes. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas faire 10 minutes sur le régime complémentaire, puisque la Cour des comptes, croyant écrire une méchanceté, a indiqué dans un de ses rapports que l'Agirc Arrco se contentait d'une politique de suivisme par rapport au régime de base. Il faut être diplômé d'une grande école menacée pour ne pas comprendre ce qui se passe dans le privé, puisque comme c'est un régime complémentaire, ben évidemment, on suit ce qui se passe dans le régime de base. Très schématiquement, il y a aussi de la solidarité à l'Agirc Arrco. Ça se traduit par des calculs, je ne veux pas rentrer dans les détails, ça se traduit par des calculs, notamment sur l'invalidité, qui font référence au salaire de l'année avant l'entrée en invalidité, pour avoir un nombre de points. Les âges de départ sont les mêmes, puisque, encore une fois, c'est un régime complémentaire. Le biais enclenché, c'est l'accord de 2015. Dans l'accord de 2015, les signataires, dont nous ne sommes pas, introduisent une notion d'âge légal, ce qui est une stupidité. C'est pas moi qui le dis, c'est le leader d'une grande confédération qui est dans le nord de Paris, mais à Paris, et qui a dit, quand Macron parlait, quand Monsieur le Président de la République parlait d'un âge légal pour tout le monde, ce grand dirigeant syndical a expliqué que c'est une stupidité. C'est bien qu'ils s'en rendent compte, c'est dommage qu'ils ne s'en soient pas rendus compte 4 ans avant. Ce qu'on a réussi à obtenir dans la dernière négociation de
de 2019. L'accord est signé du 10 mai 2019. C'est sortir 20% des personnes qui vont partir en retraite, sortir de cette affaire punitive du coefficient d'abattement de 10% pendant 3 ans. Parmi ceux-là, les invalides de 2e et 3e catégorie qui n'étaient pas sortis avant. Les travailleurs handicapés étaient déjà sortis depuis 2015. Voilà, très schématiquement sur ce qu'on peut dire sur l'Agirc-Arrco. Encore une fois, c'est un régime complémentaire, donc il s'appuie évidemment sur des notions qu'utilise le régime de base. Gérard vient d'en parler trop longuement parce qu'il avait dépassé, j'ai vu, on a un chronomètre. Donc, je vais pas y revenir. Je vais me permettre de revenir sur les propos de M. Zetoun, particulièrement sur la concertation. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais comme on n'y va plus, on peut peut-être lui donner notre place. Mais il perdra son temps, j'aime autant lui dire, puisque de toute façon, ce n'est pas là que ça se décide. Sur toute cette concertation, sur le fameux projet de réforme systémique, on a, à l'époque où on y allait encore, on a évidemment échangé avec M. Delevoye sur les aspects solidarité. Alors la grande force de M. Delevoye, je l'ai déjà dit devant quelques camarades, mais la grande force de M. Delevoye, c'est de vendre ce qui existe déjà, surtout quand même. Que ça soit le minimum contributif à 85% du SMIC net, c'est un scoop qui a 16 ans, c'est la loi Fillon. Les majorations de durée d'activité quand on est en invalidité, c'est au moins aussi vieux, sinon plus. Les majorations de durée d'activité pour les maternités, c'est encore un peu plus vieux puisque c'est la loi de décembre 72. Enfin voilà, il y a juste un petit détail, c'est que je vous ai parlé de régime complémentaire en points qui s'appuie sur une législation qui, elle, est en durée d'activité en trimestre et en âge légal, dans un régime intégral en points comme voudrait le faire ce gouvernement. La durée d'activité n'a aucune signification. Elle ne peut en avoir qu'une, c'est le cumul de tous les freins qui ont été mis depuis 1993. En 1993, on passe, je fais vite, des 10 aux 25 meilleures années. Au passage, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Reprenez le rapport du corps qui est sorti hier soir. Ce qui coûte le plus aux pensionnés, c'est la désindexation du report au compte. C'est un peu compliqué, mais c'est ça qui coûte le plus cher. Donc on est passé des 10 aux 25 meilleures années. Le rapport de Delevoye, lui, dit c'est plus les 25, c'est la totalité. Donc on augmente le frein de la loi de 93. L'âge pivot qui fait la une des journaux ce matin, on passe, pour faire court, ça va assez vite, Sarkozy c'était 60-62, Macron ça sera 62-64. Voilà, c'est ça que ça veut dire, cumuler les différentes techniques, c'est ça que ça veut dire. Alors, pour ce qui nous intéresse sur les travailleurs handicapés, il faudra être extrêmement vigilant, puisque comme vous l'avez à très juste titre dit, et c'est inscrit dans cet excellent guide autour des pages, je ne sais plus, des pages 60 ou comme ça, vous verrez qu'il y a à la fois la durée cotisée et la durée validée. Et si par aventure, la durée cotisée aujourd'hui augmentait, il faudrait faire extrêmement attention à ce que ça n'embarque pas les personnes qui sont en situation de handicap. Parce que là, on ne serait plus à 27 ou 28 ans, on risquerait de passer à 28 ou 29 ans, voire plus. Donc ça, c'est tout à fait dangereux. Hors réforme ou hors projet de réforme, c'est de l'immédiat. Donc attention, dans le projet de réforme, encore une fois la durée, ça ne veut rien dire. Et puis alors les points attribués, j'ai envie de dire que les points attribués, ça me rappelle, je crois que c'est Pasqua qui expliquait que les promesses n'engageaient que ceux qui y croient. Parce que pour l'instant, alors pour les plus anciens, ils se rappellent peut-être de ça. Quand j'étais gamin, j'avais un dictionnaire Larousse, puis il y avait une semeuse. Donc pour l'instant, ça sème. Mais pour l'instant, on ne sait pas combien on sème, puis on ne sait surtout pas combien ils sont, les points. Parce que ça, personne ne nous le dira et personne ne sera en capacité de le dire. J'espère que personne ne sera jamais en capacité de le dire, ce qui voudrait dire que non seulement le 5, mais après le 5, ça a bien marché, ce que je souhaite évidemment. Donc ça, c'est la première des choses. Et là, on est pour l'instant dans le concept. Quand on voyait encore M. Delevoye, il nous interrogeait une fois en nous demandant si, sur le concept, on était d'accord.
On lui avait répondu à l'époque que sur un plan conceptuel, on pouvait concevoir. Ça voulait pas, quand on conçoit, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Sur un plan conceptuel, on n'avait pas de sujet, mais on lui disait juste après que c'était peut-être la spécificité de Force ouvrière, mais à Force ouvrière, les actifs comme les retraités, ils ne bouffent pas avec des concepts, ils mangent avec des euros. Et donc, à partir de ce moment-là, dès l'instant où on va sur une baisse généralisée des pensions, il est évident qu'on ne peut pas être d'accord. Donc, ça c'était sur cette concertation, qui est une fausse concertation. Encore une fois, ça ne se discute pas là. Les points de solidarité, je vous en ai parlé, ça existe déjà au régime complémentaire. Ça ne s'appelle pas des points, ça s'appelle une majoration de durée d'activité au régime de base. Voilà, en quelques mots pour ne pas dépasser, puis ça va faire du crédit à Gérard, puisqu'il a dépassé. Non, plus sérieusement, Gérard a cité un chiffre qui est tout à fait important, parce que dans cette histoire que vous avez vue ce matin ou que vous allez voir dans les journaux ou dans les revues de presse, dans cette histoire de report de l'âge, parce qu'en fait c'est ça. On peut concerter, mais le président de la République et le Premier ministre ont dit on concerte sur tout ce que vous voulez, mais il faudra travailler plus longtemps. Donc voilà, hein, tout le monde a compris ce que ça voulait dire. Dans cette histoire-là, il y a quelque chose qui est à retenir. C'est, si j'ai pris ça au vol, alors j'espère ne pas faire de sottises, mais avant la réforme de 82, il y avait 34% de départ pour inaptitude, si j'ai bien compris, et après, enfin aujourd'hui, il y a 16%. C'est une histoire de vase communicant. Ce que le régime retraite va, entre guillemets, économiser si l'âge légal, enfin, ou l'âge du taux plein, ou l'âge pivot, comme vous voulez, s'il est reculé de 2 ans, en clair, ça veut dire que si vous voulez votre retraite complète, il faut travailler 2 ans de plus. Et bien, ces 2 années-là, vous allez les retrouver dans les caisses d'assurance maladie sur l'invalidité, dans les complémentaires sur l'invalidité et sur le handicap, vous allez le retrouver aussi sur des prestations qui seront asservies plus longtemps. Le vrai sujet, il n'est pas là. Le vrai sujet, c'est le modèle social. Alors, pas modèle au sens exportation. Les autres font bien ce qu'ils veulent. Au passage, vous avez remarqué peut-être hier, les Suédois, alors je pense que c'est le froid, ils se réveillent un peu tard, mais ils se sont réveillés. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ne sont pas contents de leur régime de retraite. Ça tombe bien, puisque nous non plus, on ne veut pas suivre leur exemple. Voilà, en quelques mots, et pour laisser la place au débat. Merci Philippe. Alors, j'ai pas beaucoup de questions pour l'instant, mais ça va peut-être revenir, hein, donc n'oubliez pas de les poser par écrit. Il y a déjà un premier élément qui est un constat, et là, ce n'est pas un reproche aux uns et aux autres, c'est plutôt un reproche à l'organisation, c'est qu'on n'a pas fait venir quelqu'un de la DGAFP, et que sur le système des fonctionnaires, peut-être vous avez un regard à dire, c'est extrêmement compliqué, notamment pour les personnes en situation de handicap. Les dossiers se perdent, les DRH ne sont pas au courant, ils ne savent pas faire. Il y a un manque de lisibilité, en particulier pour les militaires en situation d'invalidité. Donc la situation est encore un petit peu plus noire pour les gens de la fonction publique, où il n'y a manifestement pas de suivi ou un très mauvais suivi. J'ai une question pointue, donc si vous n'avez pas la connaissance, on apportera une réponse par la suite. S'agissant du paradigme de l'inaptitude, et le principe qui casse-paie, donc c'est la responsabilité de l'employeur vis-à-vis des handicapés. Quelle est votre lecture et quel est votre regard sur ça, sur la responsabilité, sur l'article 1383 du Code civil? Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui à qui la faute duquel est arrivée à le réformer, à le nettoyer. Alors, je vais essayer, c'est très pointu, hein. Donc, en fait, sans reciter l'article 1382 du Code civil, mais qui casse-paie, c'est-à-dire comment la responsabilité de l'employeur, quel qu'il soit, comment ça se traduit de façon pratique, notamment sur la notion de l'invalidité ou du handicap. Vous évoquez les cotisations, la prise en charge des cotisations. Je pense que c'est le sens de la question, oui. C'est ça. Donc, il faudrait que les personnes qui n'ont pas pu exercer une durée suffisante pour avoir le taux plein, devraient pouvoir
bénéficier de cotisations prises en charge par l'employeur. Je pense que c'est ça la question. Je pense que c'est ça, oui. Voilà. Donc là-dessus, effectivement, c'est une revendication. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Philippe ? D'accord. C'est vrai que c'est une question extrêmement pointue qui nous a été posée. Alors moi j'ai une autre question, c'est pour te chatouiller, cher Philippe, sans rentrer dans un truc très compliqué, mais tu nous as parlé de la désindexation des rapports aux comptes. Moi je ne sais pas ce que ça veut dire, donc si tu peux dire un petit mot, ça c'est le système général, ou Gérard, pour nous expliciter ça. Je vais laisser Philippe reprendre son souffle, parce que la désindexation, c'est-à-dire que chaque année, j'évoquais tout à l'heure dans mon propos liminaire, l'assurance retraite inscrit au compte de chacun des assurés sociaux un salaire annuel sous plafond, un plafond de sécurité sociale qui est de à peu près, je n'ai pas le chiffre précis en tête, à peu près 40 000 euros annuel en 2020. Sous ce plafond, les cotisations il y a un taux de cotisation employeur-salarié de 16,65% qui donc valide le salaire annuel moyen. Mais quand on a validé 20 000 euros en 2000 et qu'on part en 2030 en retraite, les 20 000 euros de 2000 en 2030, ils sont dépréciés. Donc, ils sont revalorisés. Avant 1987, vous allez dire qu'on remonte loin, mais avant 1987, c'était le taux de revalorisation annuel de ces salaires était l'évolution du salaire annuel moyen. C'est-à-dire, en fait, il y avait une corrélation permanente entre le salaire de référence de l'année N et puis N plus 20 ou N plus 40, si c'était le début d'activité. Il y avait une corrélation directe donc entre le salaire porté au compte à l'époque et l'évolution moyenne des salaires. Depuis 1987, pour faire des économies, par texte qui avait... alors c'était Séguin, le ministre, c'était, vous souvenez-vous, les plus anciens, c'était la baleine qui allait sauver la sécurité sociale. Ou la sécurité sociale qui était la baleine, je ne me souviens plus. En tout cas il n'a pas sauvé la sécurité sociale, comme pas plus que d'autres. Il n'est pas mort de ça, Philippe dit. Non. Mais donc, pour faire des économies, tout simplement, il a été décidé de revaloriser les salaires portés au compte sur l'évolution des prix et non plus des salaires. Donc, l'évolution du salaire moyen augmente beaucoup plus vite que les prix. Ça ne veut pas dire qu'individuellement, notre salaire évolue plus vite que les prix. Hein. C'est l'évolution moyenne des salaires, notamment sous l'effet vieillissement de la masse des cotisants et évolution des salaires avec... c'est pas à vous que j'apprendrai que les emplois les moins qualifiés sont de plus en plus remplacés par un nombre moindre, mais par des emplois beaucoup plus qualifiés, donc beaucoup mieux rémunérés. Donc sous ces effets Noria et effet vieillissement, le salaire moyen, le SMPT, le salaire moyen par tête, évolue beaucoup plus vite que l'inflation. Donc par cette mécanique-là, ça a été, en 87, ça a percuté un peu les fins de carrière pour les salariés de l'époque, mais les salariés d'aujourd'hui, l'immense majorité des salariés, sont rentrés dans la vie professionnelle à ce moment-là ou après, et ils sont totalement impactés par cette mécanique qui est technique, mais particulièrement pernicieuse et réductrice de droits à pension. Merci, on a appris un petit truc là de plus. J'ai une question qui est peut-être plus une revendication, mais peut-être vous pourrez nous expliquer ce qui existe déjà aujourd'hui. Lorsque le handicap survient en cours de carrière, est-ce qu'il ne serait pas plus juste qu'il y ait une retraite anticipée plutôt que pour supprimer la durée de cotisation ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui lorsque, effectivement, le handicap survient en cours de carrière ? Il y a une compensation, comment ça fonctionne ? Vis-à-vis de la retraite, bien sûr. Oui.
Là, techniquement, je ne peux pas vous répondre parce que L'idée, c'est pas de vous mettre en difficulté. Hein, oui, non, mais là, je ne peux pas vous répondre. Il faut que je prenne le temps de la réflexion. Je ne sais pas si vous avez une réponse technique. Ben, au moins genre, je ne suis pas technicien retraite, hein. Je ne suis que président. Et la législation, c'est pas moi qui l'a fait, c'est dommage d'ailleurs. Mais en tout cas, s'il y a survenance d'un handicap, d'une invalidité, il y a prise en compte, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a prise en compte des périodes, donc validation des périodes au titre de périodes assimilées pour les interruptions de carrière pendant les périodes d'invalidité, d'abord en indemnité journalière et ensuite éventuellement en rente invalidité. Donc prise en compte des périodes, et puis éventuellement sous un certain nombre de conditions, attribution du taux plein dès l'âge de 62 ans, même si la carrière a été réduite. Merci. Alors, il y a une dernière question qui est arrivée et après on passera au point suivant. C'est plutôt pour notre camarade Philippe, sans que ce soit un chiffre aussi précis qu'il nous a été donné tout à l'heure, mais le chiffrage du nombre de personnes handicapées sur l'ensemble des groupes Agir-Carco. Est-ce que tu sais nous le dire? Alors, le chiffrage, le taux d'emploi de personnes handicapées dans l'Agir-Carco ou le nombre de retraités Agir-Carco handicapés? Les deux, mon général. C'est les deux. Alors, j'ai ni l'un ni l'autre, comme ça. Mais pour donner le taux de retraite, enfin le nombre de retraités, vous prenez les chiffres que Gérard vous a donnés, puisqu'il y a la CNAV, et vous ajoutez alors le flux. Le terme n'est pas beau, mais c'est comme ça qu'on parle, pardon. Les nouveaux retraités 2018, c'est 2822, si j'ai bonne mémoire. Vous ajoutez à ce chiffre-là quelques centaines éventuellement de salariés qui relèvent de la mutualité sociale agricole, puisque l'Agir-Carco fait la complémentaire à la fois pour la CNAV et à la fois pour la MSA. Voilà. Donc, j'ai pas de chiffres comme ça très précis. Bien évidemment, je m'engage à les fournir à Anne pour qu'elle puisse les diffuser, y compris le taux d'emploi des personnes handicapées dans les groupes de protection sociale. Je trouverai ces chiffres-là et je te les passerai avec beaucoup de plaisir. Ouais, parce que Gérard nous a mis la pression avec ses 8%, hein, donc 8,80. Bien, je crois qu'il n'y a plus de questions. Messieurs, je vous remercie de vos interventions. Bravo, et on peut les applaudir.